Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 17 en compagnie de Marie-Christine Martel. Qui est Marie-Christine Martel? C'est la cofondatrice de la chaîne de restauration Thai Zone. Et oui, vous connaissez sûrement le restaurant. C'est un des meilleurs restaurants thaïlandais que nous avons au Québec. Et puis oui, c'est de elle que part l'idée en fait. Elle et son ancien conjoint en fait, ainsi que 7 de ses associés de l'époque qui ont décidé de lancer cette belle chaîne de restauration qui était un restaurant dans la place, en fait, dans la pyramide Sainte-Foy à Québec, qui était un seul restaurant unique, vraiment une histoire qui est incroyable reliée derrière les débuts à cet endroit-là en question, qu'on explique dans le podcast. Et puis, par la suite, ben, ça l'a grossi exponentiellement, je pourrais dire, à jusqu'à 25 franchises à travers la province, jusqu'à la vente de Thai Zone au groupe MTY qui possède Thai Express, la chaîne de restauration Thai Express et plusieurs autres. Et puis, aujourd'hui, elle a vendu son entreprise en 2013, en fait. Et puis aujourd'hui, elle travaille dans l'immobilier, qui est une de ses passions également. Donc, elle est encore passionnée de son métier. C'est vraiment une femme de cœur, une femme d'affaires, une femme inspirante que je suis tellement heureux de pouvoir vous partager aujourd'hui au podcast. Comme vous le savez, le podcast a pour but d'encourager local. Et puis, comme nous l'apprenons, le groupe MTY est un groupe qui est montréalais, en fait, donc qui était basé à Montréal. Et puis, si vous continuez d'encourager Thai Zone, qui est fondée par Marie-Christine Martel, une Québécoise cofondée, je pourrais dire, et aujourd'hui appartient à une compagnie également montréalaise. Donc, vous continuez d'encourager local. C'est le but du podcast. Et également de vous faire découvrir des beaux parcours inspirants comme celui de Marie-Christine. Sincèrement, un parcours que j'ai adoré découvrir et vraiment une femme tellement inspirante, là, je le répète, là, mais c'est sincèrement le mot qui me vient à l'esprit. Elle a également lancé son livre. C'est une belle façon aujourd'hui de le promouvoir. C'est un livre qui s'intitule Ma vie parfaitement imparfaite, écrit par Marie-Christine Martel. Si vous voulez le lire, sincèrement, je vous le suggère. Je ne l'ai pas encore lu. Ça l'a sorti tout juste avant la pandémie, en fait. Et puis, je l'ai découvert un peu il y a quelques jours, en fait, la sortie de ce livre-là. Et puis, c'est certain que je vais vouloir le lire avec passion parce que c'est une passionnée qui raconte son parcours. C'est une forme, en fait, elle le raconte comme si elle parle à sa fille. C'est comme une lettre qu'elle offre à sa fille, en fait, pour lui faire découvrir sa vie, son parcours, son histoire. Et puis, vous avez la chance de faire partie de cette histoire-là en le lisant. C'est sincèrement inspirant et je veux absolument lire ce livre. Donc, je vous le suggère, une belle lecture d'été pour en apprendre sur un parcours exceptionnel. Et puis, si vous voulez avoir un avant-goût de son beau parcours, bien, vous pouvez écouter le podcast. C'est le but, bien sûr. Donc, oui, on en apprend davantage. Je lui ai posé des questions. On a parlé de sa vie parce que ceux qui ne connaissent pas Marie-Christine, là, c'est assez incroyable. Je vous le dis tout de suite, là, c'est une femme qui s'est autofinancée en bonne partie, en fait, pour démarrer son projet parce que quand tu es dans la vingtaine puis tu veux partir ton entreprise, ton restaurant, c'est quasiment mission impossible. Je ne veux pas décevoir personne, là, mais c'est très, très difficile parce qu'il y a beaucoup de compétition. Il y a un restaurant sur 5, je pense, qui fait faillite en dedans de 5 ans. C'est, je pense, un 4 sur 5 que j'avais lu, excusez-moi. Et puis, c'est vraiment difficile dans le milieu de la restauration. C'est possible, toutefois. Il y a toujours des belles histoires comme celui de Tyzone. Et en fait, Marie-Christine, elle avait une chose en tête. Elle était bornée, elle était tête de cochon, puis elle y a cru. Elle est partie apprendre, perfectionner son anglais à travers le monde. Et elle est partie en Floride quelques mois pour par la suite s'en aller à travers le monde carrément sur des yachts privés. Et oui, elle a travaillé sur des yachts privés afin d'accumuler de l'argent, elle et son conjoint de l'époque, pour réaliser leur objectif à leur retour au Québec. Et puis, ça a été extrêmement enrichissant pour elle. On va découvrir tout ce qu'elle a fait sur ces yachts-là dans le podcast davantage. Vous allez en apprendre plus sur cette histoire-là. C'est assez différent et je pourrais dire non orthodoxe comme histoire. On s'entend là, de partir dans le monde pour s'accumuler de l'argent, pour revenir ici après pour réaliser nos rêves. Elle, un non veut dire un oui. C'est simple. Quand que quelqu'un il dit non de son projet, il n'est pas réalisable, dans sa tête, ça sonne comme oui, je vais le faire. Et puis, tant que c'est, comme elle expliquait également, un projet qui est justifiable et qui est réalisable également, ben, si elle y croit, elle va tout faire pour que ça se réalise. Donc, sincèrement, une femme que j'ai
tellement hâte de vous faire découvrir. Je vous dis, là, je ne vais pas m'éterniser trop sur l'intro, mais il fallait que je vous en parle un peu avant. Donc oui, on parle de ses voyages dans 25 pays à travers le monde. On parle également de son début en tant que franchiseur, bien sûr, de Tyzone. Par la suite, comment que ça l'a grossi à en devenir aussi gros comme on le connaît aujourd'hui. Comment qu'elle a vécu également la vente de son entreprise, parce qu'on le sait, c'est très difficile de laisser partir son bébé. Elle a mis tellement d'énergie, de temps, d'années là-dedans que d'imaginer qu'aujourd'hui, ça passe sous d'autres mains que les siennes, ça peut être très difficile. Donc, oui, c'était une question qui est importante pour moi de lui poser et sa réponse est encore plus croustillante et savoureuse. Donc, je vous souhaite vraiment de poursuivre le podcast jusqu'à la toute fin parce qu'il y a des excellentes réponses également. Et pour ceux qui se disent, ben, je l'ai déjà vu, cette femme-là, il me semble, il n'y a pas longtemps, ben, c'est parce que vous l'avez sûrement vu à l'émission Denis Lévesque qui tournait à LCN. Et puis, en fait, elle a fait une entrevue à Denis Lévesque au mois de février, tout juste avant la pandémie. Et puis, on en parle également de son parcours. Je vous souhaite d'aller regarder son entrevue sur la page Facebook de Marie-Christine Martel, auteure conférencière. Vous pouvez voir le lien ou simplement sur Internet, Google, vous pouvez le voir très bien là-dessus. Donc, si vous voulez voir l'entrevue, c'est complémentaire, je pourrais dire, mais assez différent. J'essaie d'apporter un autre angle aussi, plus profond et plus dans le détail et axé sur les vraies choses, selon moi, de son parcours. C'est tellement un beau parcours qui mérite d'être connu. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente écoute sur les ondes du Made in Québec podcast pour le 17e épisode en compagnie de Marie-Christine Martel, cofondatrice des restaurants Tyzone. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Et aujourd'hui, je reçois une invitée que j'avais très hâte de recevoir, Marie-Christine Martel, pour l'épisode numéro 17 déjà. Et puis, en fait, ça fait longtemps que je veux la recevoir parce que c'est une entrepreneur que j'ai un très gros respect pour et c'est également un très beau parcours québécois qu'on a. C'est le but du Made in Québec podcast, de recevoir des gens d'ici qui ont réussi de grandes choses, des passionnés, des entrepreneurs également que vous pouvez vous inspirer parce que le Made in Québec podcast, c'est dans le but de vous inspirer à réaliser vos rêves et vos objectifs, excusez-moi. Et puis, Marie-Christine Martel, ceux qui ne la connaissent pas, c'est la cofondatrice des restaurants Tyzone. Et oui, là, vous le connaissez sûrement, le restaurant en question. C'est personnellement un de mes restos thaï préférés. Take-out rapide et toujours très savoureux et frais. Bref, une petite pub qui me fait plaisir de faire. C'est vraiment un très bon restaurant. Et puis, son parcours est encore plus spectaculaire. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vu dans une entrevue au cours de l'hiver dernier à tout le monde, pas tout le monde en parle, excusez-moi, à Denis Lévesque, qu'elle a passé à TVA. Et puis, c'est un parcours très rapide qu'ils ont survolé dans l'entrevue. Moi, je vais aller plus en détail dans ce parcours-là. Je vais vous faire un petit topo rapide pour que vous puissiez savoir qui est Marie-Christine Martel. Comme je vous disais, elle a cofondé en fait Tyzone avec 7 associés à la début vingtaine seulement. On parle dans 2007 de ça. Donc, c'est une jeune entrepreneur encore aujourd'hui qui a fin trentaine. Là, c'est vraiment, elle a réalisé de grandes choses déjà à l'âge qu'elle est. Elle s'est autofinancée en partie pour réaliser son projet, pour avoir une bonne mise de fonds. La façon qu'elle s'est autofinancée est assez incroyable aussi. On va en parler en détail dans le podcast, là. Elle a carrément voyagé dans 25 pays à travers le monde afin de travailler sur des bateaux de luxe, des yachts privés carrément. On va en venir plus en détail. Elle va vous expliquer plus clairement que moi qu'est-ce qu'elle faisait exactement sur ces bateaux-là. Et dans le but, c'était d'un, voyager, acquérir des nouvelles expériences de vie, de travail, avoir nécessairement plus de fonds pour partir son projet. Et puis, ça a été une grande expérience pour elle. Et aujourd'hui, ça lui a permis de pouvoir s'autofinancer en bonne partie, comme je disais, son restaurant. C'est assez différent comme parcours parce que ceux qui ont eu une expérience de démarrage d'entreprise le savent, c'est très, très difficile au Québec d'avoir du financement, surtout quand on parle de restauration événementielle ou quoi que ce soit d'autre. C'est tellement difficile, il faut avoir un projet extrêmement béton, un bon plan d'affaires, des bons associés idéalement. Et puis, lorsqu'on est jeune, ben, d'avoir cet appui-là de la part d'une banque, c'est extrêmement difficile. Alors, Marie-Christine, en fait, elle a trouvé la bonne solution de s'autofinancer en bonne partie et c'est tout à son avantage.
Et donc, c'est ça. Elle a continué de voyager par la suite. Elle a sorti son livre dernièrement qui s'intitule en fait « Ma vie parfaitement imparfaite ». Je vous suggère d'aller l'acheter dans toutes les bonnes librairies du Québec. C'est un livre que je me donne le but de lire prochainement. Je n'ai pas encore eu la chance de lire. Le livre est sorti juste avant la pandémie en plus. Et malheureusement, le timing a comme été mauvais pour elle là-dessus. Alors, je vous encourage d'aller acheter son livre « Ma vie parfaitement imparfaite », Marie-Christine Martel. Et je vous dis, vous allez en apprendre davantage sur la belle histoire qu'on va écouter dans le podcast aujourd'hui. Et puis, pour terminer, elle a vendu Taizone déjà en 2013, ça fait déjà quelques années, au groupe MTY, qui est le groupe en grande partie qui a les Tailles Express, dans le fond, au Québec et en Ontario, un peu partout. Et c'est vraiment un beau succès pour elle d'avoir apporté son bébé à grande maturité et aujourd'hui de le laisser partir dans une plus grande cour encore. Et puis, c'est vraiment une histoire incroyable d'entrepreneuriat qu'on a au Québec. Alors, voilà son topo rapide. On va en parler davantage avec Marie-Christine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Premièrement, Marie-Christine, on va apprendre à te connaître davantage. Euh, Parle-nous de tout ça, comment tout ça a débuté, ton histoire. On veut vraiment arriver dès le début. Là. On ne parle pas tout de suite de Taizone. Qu'est-ce qui a mené à cette passion pour la restauration et ton plan d'affaires? Quand est-ce que ça allait venu dans ta tête? Bien sûr, avec plaisir. En fait, pour faire une histoire plus ou moins courte, là, parce que je le raconte très bien dans mon livre, c'est que, dans le fond, la restauration, pour moi, c'est comme devenu une passion. Parce qu'à la base, c'était une job d'étudiant. Ma mère m'avait montré un peu les rudiments de la restauration, puis elle m'avait fait promettre de ne pas en faire ma vie. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Ce que j'adorais au niveau de la restauration, c'est que les gens sont dans un état d'esprit positif, c'est festif. Il n'y a personne qui va au restaurant parce qu'il n'y a pas de bonne humeur. J'aimais aussi le service à la clientèle, le contact client. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que pour moi, c'était ma première expérience de femme d'affaires. Parce que quand on est serveuse, parce que moi, j'ai commencé serveuse, ben, ton client, c'est ton client. Il faut que tu en prennes soin pour avoir le résultat qui va avec. Pour la restauration, c'est le pourboire. Fait que c'est un peu la même chose quand on est en affaires. Ensuite, ben, la cuisine, c'est comme ton fournisseur. Les suiteurs, c'est comme tes collègues de travail, tes clients ou, tes employés. J'aime pas ça dire ça, mais on les rémunère au service qu'ils nous donnent. Et puis, fait que j'avais comme déjà cette espèce d'entrepreneurship qui était en moi en étant que serveuse. On gère notre propre cash, dans le fond, on fait nos propres dépôts. Fait que c'est une mini-entreprise pour moi. Ensuite, ben, au niveau du système scolaire, je me sentais un peu perdue. J'étais rendue au cégep, j'avais fait une session de cégep. J'étais en sciences de la nature. J'avais l'impression que j'apprenais des choses qui m'apportait pas grand-chose. Puis j'ai eu la chance de faire un voyage aux États-Unis. C'est la première fois que je voyageais vraiment à l'extérieur. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais un peu une lacune au niveau de l'anglais. Et là, de retour au Québec, j'ai négocié avec mes parents. J'étais très jeune à l'époque, on parle de 16-17 ans, là, pour aller apprendre l'anglais, prendre une session sabbatique. J'ai choisi la Floride parce que j'avais des contacts là-bas. J'ai quitté le Québec pour 6 mois. J'ai appris l'anglais. Et je travaillais aussi dans la restauration parce que c'est un métier universel. Hein? Oui, on exact. peut aller partout dans le monde. Alors, je suis repartie avec ces 2 prémices-là. Wow, j'ai un coup de cœur pour les voyages. Wow, j'aimerais ça un jour faire la restauration de ma vie. Puis, en revenant au Québec, ben, j'ai rencontré mon conjoint de l'époque avec qui j'ai fondé Taizone. Alors, on a essayé de trouver une solution pour rassembler notre rêve commun qui était de devenir restaurateur. Puis de le mettre en branle d'une façon plus ou moins originale, là, parce qu'on savait très bien, en fait, on n'a même pas pris la chance d'aller cogner à des banques. On savait qu'avec notre jeune âge et le fait qu'on n'avait pas de sous, la réponse serait absolument non. Fait que la passion pour le voyage a embarqué dans un concept où on s'est dit, pourquoi pas jumeler les deux, aller ramasser des sous puis continuer à voyager puis revenir plus tard pour exécuter notre projet. Fait que c'est un peu le topo là, de qu'est-ce qui a commencé la petite semence de Taizone. Et pour pouvoir voyager, en fait, puis ramasser des sous, ben il n'y avait pas 100 000 solutions. Fait qu'à travers notre premier voyage qui était en Australie, ça, c'était plus un voyage de mise au point, dans le fond, de plan de match, de pause sur notre vie pour voir comment on allait attaquer ce projet-là.
Puis finalement, on a entendu parler qu'il y avait des emplois sur des bateaux. Au début, il y avait des bateaux croiseurs, mais il y avait aussi la possibilité de travailler sur des bateaux de luxe. De là, la solution à notre problème, dans le fond. Comment on peut voyager, ramasser des sous, puis arriver à notre projet. Fait qu'on a plié bagages et on est allé à Fort Lauderdale, qui est le premier port d'attache de pas mal tous les bateaux, les yachts privés en Amérique du Nord. Il y a aussi un port d'attache qui est en Europe qui s'appelle Antibes, mais nous, on est parti vraiment de celui-là de Floride. Puis, de fil en aiguille, on a travaillé un peu sur la slide, comme on dit. On a trouvé quelques emplois, puis on s'est fait une espèce d'expérience qui a fait que finalement, on a réussi à avoir un poste sur les bateaux. Puis on a resté 5 ans à travailler un peu autour du monde, là. Mais en fait, c'est ça, on a passé 5 ans sur les bateaux. On était super chanceux. Le premier bateau, c'était un propriétaire américain. Fait qu'on se trouvait à travailler pour des multimillionnaires. Fait qu'il y a des gens extrêmement riches, là. On parle de complètement démesurés. On parle des gens qui vivent dans le 1% mondial. Mais pour moi, pour nous, mais pour moi surtout, ça a été une belle inspiration parce que ces gens-là, ils ont parti souvent de zéro ou ils ont du bagage à partager. Puis compte tenu qu'on travaillait comme dans leur famille à l'interne, on travaillait à proximité de ces gens-là, on a pu comme bâtir des relations puis apprendre de ces gens-là. Alors, c'est ça. Mon premier bateau, c'était vraiment un Américain, puis on a fait toute la côte est américaine, on est descendu jusqu'au Venezuela. Puis l'année suivante, le parcours s'annonçait être le même. Fait que, compte tenu que le but de voyager était toujours présent, on a décidé de plier bagages puis d'aller en Europe. Au deuxième port d'attache que je disais, c'est Antibes. On a appliqué sur un poste, mais la saison était plus ou moins adéquate. Fait qu'on a attendu que la saison se présente, mais entre-temps, on a quand même continué à voyager. Fait que à travers les voyages sur les bateaux, il y a aussi beaucoup de sacs à dos qu'on a pu faire. Le deuxième bateau appartenait à des Mexicains. C'était une personne qui aimait beaucoup aller en dehors des sentiers battus. Fait que ça nous a permis de voir des choses que, mettons, les bateaux standards n'auraient pas eu la chance. Mais excuse-moi, qu'est-ce qui vous a mené ce contact-là en question? Parce que, tu sais, quand on voyage sac à dos, ça crée souvent des belles rencontres, là, mais y a-t-il une personne en particulier que vous avez rencontrée qui a fait en sorte que cette idée-là a pu débuter ensemble de dire hey, on pourrait faire ça, travailler sur des yachts privés pour s'accumuler de l'argent? C'est vraiment quelque chose, un petit déclic qui s'est passé en voyage? Oui, ça s'est passé en Australie. On était, je pense, dans la région de Perth. Puis il y avait des bateaux présents là, puis à discuter avec des gens, l'idée est venue. Mais pour trouver les emplois, il a fallu passer par des agences de placement. Okay. Il y a des agences de placement qui font que ça, basées dans les ports d'attache. C'est sûr que nous, on n'avait pas d'expérience. Fait qu'il a fallu un peu garnir nos CV, utiliser les petits jobs qu'on avait eus pour rassembler ça. On a été très créatifs là, dans cette démarche-là. Mais il a fallu aussi faire des formations. Okay? Parce qu'il y a un cours de base qui s'appelle le STC-W95 qu'il faut arriver à faire du sauvetage en haute mer s'il y a un feu, s'il y a un accident ou s'il y a quoi que ce soit. Fait qu'on a fait des formations connexes à ça. C'est vraiment déterminé, vous, là. Vous saviez ce que vous voulez faire, puis c'était ça, votre plan de match. Oui, c'est ça. Puis mon collègue de l'époque, lui, il a commencé à faire ses licences pour pouvoir conduire le bateau, puis accumuler des heures. Fait qu'il a monté dans l'échelle. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Comme je dis, on ne parle pas d'un matelot ni juste un serveur, c'est complet l'expérience de travail, vraiment. Là. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des départements. Mon partenaire, lui, était vraiment au niveau de la navigation. Moi, j'étais au niveau du service. Fait que tout le côté restauration a resté intégré dans le fond, dans mon but. Là. Mais c'est sûr que c'est un autre univers. Là. On ne parle pas du 4 étoiles, 5 étoiles. On est ailleurs. Là. On est dans du service vraiment personnalisé. Mais c'était vraiment le fun. Là. Je regrette pas du tout cette expérience-là. Wow. Puis, on avait un montant bien précis d'objectifs pour pouvoir partir notre projet, qui était une centaine de milliers de dollars. Et puis, il y avait aussi le fait du parcours des bateaux. Mon dernier bateau retournait un peu en Australie. Fait que c'est comme si on avait bouclé la boucle. On commençait à avoir plus une maturité. Fait que 4-5 ans plus tard, on est revenu au Québec. Et puis, on avait les sous en main, puis on était prêts aussi à passer de l'étape un petit peu plus
instable à quelque chose de beaucoup plus stable. Wow! Puis ça a été vraiment une super expérience pour vous parce qu'en même temps, votre anglais, vous l'avez vraiment perfectionné encore plus au niveau international. Puis aussi, on y pense pas souvent, mais l'avantage aussi de travailler sur des eaux internationales, ben, il y a le fait qu'on ne paye pas d'impôts aussi. C'est ça, ça permet de s'accumuler encore plus vite. Puis de votre Oui, côté, ben, vous n'avez pas non plus de dépenses, rien à payer parce que vous étiez logé, vraiment. nourri sur un bateau. C'est tellement une expérience incroyable, même pour des jeunes qui nous écoutent, qui veulent aller simplement travailler sur des bateaux de croisière. C'est le même principe. Vous êtes vraiment logé, nourri, puis vous travaillez, c'est des longues périodes de temps consécutives dans une année, mais c'est une belle façon de s'accumuler un bon montant d'argent pour pouvoir réaliser par la suite des projets puis revenir un peu à la maison aussi, là. Oui, c'est quand même difficile parce que l'équipage vient de partout dans le monde. Les endroits où on est logé, c'est quand même très petit. Fait qu'il faut vraiment, pour nous, c'était un passage obligé, un sacrifice, mais aussi une belle expérience. Fait que c'était un mélange d'émotions d'avoir été sur les bateaux. Puis comment tu as trouvé ça, l'éloignement de la famille aussi? Parce que souvent, des gens qui ont peur d'aller travailler à l'international ou à l'étranger simplement, dire on s'éloigne quand même d'amis, famille, tout ça, pendant une longue période là, quand même que tu as été absente du Québec. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de ton côté? Je pense que je suis une solitaire de nature ou je sais pas, une aventurière qui a mis ça un peu de côté. On était deux, puis on s'est fait de nouvelles amitiés. Fait que non, ça m'a pas manqué, mais il faut croire quand même qu'à l'époque, les iPhones n'existaient pas. Il y avait, on En appelait plus. avec des cartes d'appel, puis souvent on appelait quand on était sur un port proche. Puis des fois, la carte d'appel disait 1 heure pour appeler au Canada, puis après 10 minutes, ça raccrochait, puis on pouvait pas rappeler. Ça fait Fait que ça vieillir, fait hein? mais non, je me rappelle pas d'avoir eu le mal du pays, de vouloir revenir. Au contraire, c'est tellement tout le temps nouveau, puis c'était tout le temps motivant de voir un nouveau pays. Moi, je regrette pas du tout, là. Ah non, c'est tellement enrichissant aussi comme expérience. Puis, tu vas pouvoir raconter ça à tes enfants, ben, à ta fille aussi pour plus tard, à dire, regarde, ta mère a voyagé en 25 pays, puis, elle a découvert telle culture. Puis, c'est vraiment des expériences de vie incroyables. Puis, par la suite, ben, tu as pu ramener ça au Québec en quelque sorte dans un restaurant parce que ton dernier voyage, je pense, ou un des derniers pays que tu avais visité, c'était la Thaïlande, Bali. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'ouvrir un restaurant thaïlandais? C'est-tu un déclic que tu as eu à Bali, un coup de cœur pour la nourriture ou qu'est-ce qui a pu mijoter dans ta tête? C'est une très bonne question, mais c'est vraiment une coïncidence. Dans le fond, effectivement, la dernière année, on a passé 1 an et quelques en Asie, puis qui inclut la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, peu importe, là. On a pas mal tout fait cette partie-là, ce petit coin de pays-là. L'avantage, c'est qu'on avait touché aux produits locaux, on savait c'était quoi de la citronnelle, du gingembre, de la feuille de kéfir, des choses un petit peu plus exotiques, on connaissait les saveurs. Puis quand on est revenu à Québec, notre but, c'était de se partir en restauration. Mais dans quelle branche, on n'avait pas vraiment d'idée. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on veut faire ce qu'on veut bien faire, mais ce n'est pas une garantie de succès. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'est-ce qui est le bon temps de faire. Fait on parle de la vague du sushi, on parle de la vague de plusieurs nationalités. Bien, quand nous, on est revenu au Québec, c'était la vague de l'Asiatique. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, on parle, tu sais, 2007, là, on frôlait la crise économique. C'était un peu cow-boy de vouloir se lancer en affaires, surtout en Oui, restauration. le crash Mais est arrivé en 2008. Là, oui, c'est ça. Ben, je pense qu'il y avait une naïveté, dans le fond, un désir de réussir, puis on n'avait rien à perdre. Mais c'est ça. Dans le fond, on a regardé plusieurs options de se lancer en affaires. Puis en fait, c'est un associé dans mon équipe parce que je ne l'ai pas fait toute seule, par exemple, on était plusieurs associés, qui a comme perçu avec son œil avant-gardiste que Thaï Express avait un énorme succès dans Place Sainte-Foy à Québec. C'était justement, compte tenu de la situation économique, surprenant de voir un restaurant qui avait un gros achalandage de cette envergure-là. Et puis, on parle de Thaï Express, bien sûr. Puis, c'est ça, on s'est mis à négocier avec eux. On avait vraiment l'intention de devenir leur franchiseur pour l'Est du Québec. On arrivait avec une stratégie, mais on était aussi un peu rebelles. Puis, je remercie mes associés de l'époque qui avaient l'expérience que je n'avais pas pour dire ah oui, mais on pourrait faire de la livraison ou on pourrait faire des services à l'auto. On était un peu dérangeant là, comme futur franchisé. Ce qui a abouti, dans le fond, finalement, avec la négociation avec le franchiseur, ça a abouti avec un échec. Dans le fond,
ils nous ont dit, ben, on s'entendra pas, puis faites vos affaires de votre bord. Nous, on avait déjà signé un bail à la Pyramide à Sainte-Foy, puis ce bail-là était pour un restaurant thaïlandais. Puis on ne pouvait pas changer la vocation, compte tenu qu'on était dans une strip commerciale avec plusieurs différents types de nourriture, puis on ne pouvait pas se lancer dans d'autres branches. Puis là, on avait déjà ça en tête. Puis effectivement, pour rajouter par-dessus ça, on avait l'expérience un peu des saveurs asiatiques. Fait qu'il a fallu se revirer de bord. C'est sûr qu'à travers tout ça, il y a eu la déception. Après ça, ben OK, on se revire de bord, puis on travaille fort. Fait qu'on s'est reviré sur un 10 sous, comme on dit, puis on a monté notre marketing, notre image de marque, nos recettes. On a travaillé jour et nuit pour essayer de faire notre propre restaurant qui finalement s'est avéré à s'appeler Taizone. C'est quand même assez impressionnant parce que j'offre en fait des conférences dans des écoles secondaires puis des carrefours jeunesse pour des jeunes. Puis j'en fais en fait dans des écoles qui ont le cours sensibilisation à l'entrepreneuriat pour parler de c'est quoi justement un entrepreneur. Puis parce que je le vis en fait, à mon métier aussi, là, je suis travailleur autonome. Puis ce que j'ai remarqué en fait de plusieurs parcours comme le tien, chaque fois qu'il y a une belle réussite dans une entreprise, en fait, ça a démarré en fait d'un point tournant que là, il y a bien du monde qui aurait lâché, puis il y en a d'autres qui ont continué. Puis ce qui a fait en fait ta force, c'est que lorsque tu as eu la déception, carrément la déception que ton rêve de devenir franchisé de Thaï Express n'a pas fonctionné, mais il y en a beaucoup qui auraient dit, ah ben regarde, c'était pas fait pour moi, quand c'est trop compliqué, on se retire, puis c'est plus simple comme ça. Mais ceux qui réussissent souvent, comme toi, ben ça a été de la persévérance, ça a été de la détermination, puis de dire, bon, là, on se retrouve sur les manches, c'est quoi la solution? C'est quoi qu'on va faire aujourd'hui? Puis ta solution, ça aurait été de créer Thaizone, puis de dire, regarde, on n'a pas le choix, il faut avoir un Thaïlandais, il faut avoir quelque chose d'asiatique, ben pourquoi qu'on ne le ferait pas nous autres? Tu sais? Ben, c'est justement, il y a peut-être 1% des gens qui l'auraient fait, puis toi, tu l'as fait, ce qui a créé la belle histoire par la suite, mais si tu avais juste été découragé, il n'y aurait rien eu de ça par après. Fait que c'est important de garder tout le temps cette détermination-là. Quand on veut réussir en affaires, c'est pas parce qu'il y a un embûche qui peut être majeur comme celui-là que tu dis, ben là, on est dans chenoute, qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans ton cas, ça n'a pas été un embûche qui t'a arrêté. Puis sincèrement, félicitations. Bien, Antoine, merci pour tes commentaires. C'est sûr que on remonte à l'époque où j'avais la jeune vingtaine. La déception était quand même très intense pour mon côté. Puis j'étais une femme, j'étais dans l'émotion complètement, mais j'avais quand même une bonne équipe autour de moi. Puis je remercie mes associés de l'époque qui avaient déjà passé par des échecs, qui ont été capables que je lâche pas puis que je reste dans le minding. C'est sûr que là, dans ma fin quarantaine, les échecs, pour moi, ça fait partie du quotidien. Puis je suis capable de les gérer beaucoup mieux qu'à l'époque, mais effectivement, je suis extrêmement contente de pas avoir été emportée par ces émotions-là puis d'avoir continué. Mais je remercie les gens qui m'ont coaché aussi. Là. Ah oui, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est des up and down, c'est des montagnes russes. C'est une journée, tu as le plus gros up de ta carrière. Le lendemain, tu as le plus gros down. On pense à de la pandémie en ce moment. J'ai reçu quelques entrepreneurs depuis le début du podcast, en fait, dont Éric Champoux de La Chambre. C'est une microbrasserie. Puis lui, il a vécu la même chose. Il lançait sa 3e franchise, en fait. Puis là, il l'a lancé la semaine avant le début de la pandémie. Timing de chenoute, là, ben, c'est carrément ça de dire que beaucoup de gens se décourageraient de dire hey, là, on vient d'investir tellement de milliers de dollars, tout est scrap. Mais non, lui, à la place de s'asseoir, il a dit ben, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? C'est quoi la solution maintenant? Il y a sûrement une façon de travailler avec le COVID puis de faire en sorte que ça soit positif puis de conserver notre clientèle. Tu sais, de toujours être en mode recherche de solutions. C'est ça un bon entrepreneur. Puis les meilleurs, en fait, qu'on voit actuellement, qui ont bien traversé la crise et qui s'en sortent bien encore à l'heure actuelle, c'est des gens qui ont été à la recherche de solutions comme toi à ce moment-là. Et puis, c'est un peu drôle parce que, parenthèse sur Taizone, j'ai découvert Taizone en pleine pandémie parce que, sincèrement, j'étais un adepte de Thaï Express jusqu'à tout récemment. J'y allais pas souvent, mais j'aimais essayer, comme j'ai un restaurant thaïlandais, le Cambodgiana, qu'on a à Saint-Jérôme. Puis j'aimais ça essayer vraiment des restos de différentes, en fait, dans différentes villes. Et puis, l'Express, j'aimais ça parce que c'était plus rapide, tout ça, mais j'avais jamais essayé Taizone. Et puis, j'en ai un à Saint-Jérôme. Fait que pendant la pandémie, on a été voir, j'en ai un à Thaï Express qui était à 2 minutes de chez nous et il n'était pas ouvert.
parce qu'il ne faisait pas de take-out, il ne faisait pas de livraison, il ne faisait pas rien. Fait que là, c'était au début de la pandémie, puis j'avais le goût d'un Thaïlandais, là, j'avais ce goût-là incroyable, j'avais le goût d'une soupe wonton, des rouleaux impériaux, j'avais vraiment le goût de ça. Fait que j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombé sur Thaizone. On va l'essayer. Puis en plus, que c'est la renommée de Thaizone, c'est leur livraison, le take-out, c'est ce qui est le plus efficace en fait, et c'est ce qui fait que vous vous différenciez au bout de la ligne. Puis je l'ai essayé, puis là, j'ai découvert une expérience complètement différente, sincèrement, de Thai Express. Pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, c'est simple, vous avez une fraîcheur, vous avez des gens qui font un peu comme Thai Express, la cuisine devant vous, mais c'est très rapide, c'est efficace, c'est dans des belles petites boîtes chinoises carrées qu'on aime, et puis c'est vraiment un goût complètement différent, surtout le Général Tao, pour moi, je l'ai adoré. Et puis, ce qui fait que maintenant, ça fait déjà 3 fois que j'y retourne en un mois, j'ai vraiment trippé. Ça va être pas la dernière fois. Pardon? Oui, carrément, c'est addictif. Puis, sincèrement, c'est abordable aussi pour un Thaïlandais. Là, j'ai remarqué la différence avec un qui est moins take-out là, que d'autres un peu plus gros. Puis, on sauve une vingtaine de dollars par repas. Puis, on mange aussi bien. Fait que, sincèrement, c'est une parenthèse que je voulais faire. Je ne suis pas payé pour faire une pub pour Thaizone. En fait, c'est vraiment pour parler de mon expérience que j'ai vécue puis comment j'ai découvert. On va en venir justement. Oui, excuse, vas-y. Ben, en fait, comme tu le sais, ça ne m'appartient plus. Fait que j'encourage la relève. Exactement. Ben, c'est à partir de toi, justement. D'ailleurs, c'est à cause de ma première expérience au Thaizone que je suis revenu de là. J'ai dit, mon Dieu, qui a parti ça? Puis je suis allé faire des recherches et je suis tombé sur ton parcours. Puis là, j'ai dit, il faut que je l'invite au podcast. Je ne connaissais pas ton parcours. Il faut que les gens le connaissent. C'est incroyable. Donc, on est rendu en 2007. Tu lances avec tes associés Thaizone dans la pyramide Sainte-Foy à Québec. Là, comment ça s'est passé ta première année? Est-ce que ça a bien été? Comment tu as vécu tout ça, le démarrage d'une entreprise? J'ai vécu la montagne russe de l'entrepreneur. Puis la restauration, en plus, on travaille avec un produit frais qu'il faut cuisiner sur place. Fait que ça a été sérieusement, là, j'ai fait face à mon inexpérience solide. Manquer de provisions, puis ça. On a monté les recettes dans notre appartement, puis je parle d'un petit appartement étudiant, on voulait sauver nos sous, fait qu'on vivait simplement. On avait, je pense que je le dis dans mon entrevue, je le dis dans mon livre, dans le fond, on avait passé une annonce dans le journal, puis on recrutait des chefs pour réapprendre les rudiments de la cuisine thaïlandaise, parce que ce qui se passe en Asie, c'est une chose, mais il faut américaniser nos trucs. Fait que c'est comme ça qu'on a monté notre menu. C'est un point qui est très important que tu parles, parce que c'est une des choses que j'ai remarqué. J'ai dit, il n'y a pas d'Asiatique. C'est un restaurant asiatique, pas d'Asiatique. C'est assez spécial parce qu'on fait le saut souvent. Quand on va chez Thai Express, tu as plein d'Asiatiques en arrière du comptoir, puis c'est correct. On dirait que c'est comme naturel pour eux de le faire, mais quand on voit des Québécois en arrière d'un comptoir à faire de la cuisine thaïlandaise, tu te dis, oh, ça va être aussi bon? On dirait que j'étais comme sur le coup un peu mitigé. Puis là, toi, tu as appris vraiment, tu as fait une annonce dans les journaux pour trouver des gens qui pouvaient t'aider à apprendre comment faire de la bonne cuisine thaïlandaise. Oui, ben, je n'étais pas toute seule là-dedans non plus. J'étais avec mon ex-conjoint qui avait un cours de chef cuisinier, fait que ça partait bien avec une bonne base. Mais je veux juste faire une petite parenthèse en passant. Si on n'a pas de cuisinier asiatique, on n'en a pas beaucoup. Là, c'est pas un prérequis sur le CV. Non, c'est juste, c'est frappant. Oui, c'est ça. Surtout avec tout ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, là, on n'a pas de préjugés. Non, inquiétez-vous pas là-dessus. Mais pour revenir avec mon menu, en fait, c'est ça. On l'a monté comme ça, mais même la cuisine, tu sais, de monter une nouvelle cuisine, de partir de zéro avec des équipements quand même assez incongrus. Là. Je veux dire, un wok, c'est pas quelque chose qu'on achète chez Tanguy, là. Non. Alors, on a eu beaucoup d'obstacles comme ça, mais on voulait faire mieux, on a tout mis notre cœur pour arriver à quelque chose de différent parce que là, on avait été en proche collaboration avec Thai Express. On se retrouvait avec l'obligation d'ouvrir un Thai, mais tu sais, on voulait pas se mettre dans le trouble ou quoi que ce soit. Fait que même, on était assisté avec des avocats pour qui nous coachent sur la couleur des images, puis les couleurs de notre décor et tout ça. Avez-vous peur de vous faire poursuivre en question au début, de peut-être dire on se ressemble trop? Ben non, on ne sait jamais, mais je veux dire, on a tout fait pour pas que ça arrive dans l'obligation qu'il fallait ouvrir un Thai. Mais bref, tu sais, je me rappelle les premières journées manquées de stockage, les
L'hiver était complètement vide. On a eu un succès quand même assez rapide. On était dans un milieu, la pyramide à Sainte-Foy, dans un milieu étudiant, avec, il y avait un cinéma à même. Fait qu'ils nous ont vus un peu avant l'ouverture. Quand on a ouvert, ça a été vraiment fulgurant. Puis, je me rappelle manquer de soupe-taille et je me rappelle un soir pleurer dans ma soupe-taille, mais de fatigue. Là. Puis, je fais une farce dans mon livre. Je dis, si la soupe-taille goûtait salée à cette époque-là, c'est parce que j'avais pleuré dedans. À toutes l'extrême de la fatigue, de l'épuisement, de l'excitation du visage de nos premiers clients, de la gestion de mes premiers employés. Moi, je l'ai appris à la dure. Là. À 20 quelques années, je tombe boss d'une équipe d'à peu près 25-30 personnes. Ces gens-là, il y en a beaucoup plus âgés que moi. J'avais des livreurs plus âgés, tout ça, des plus jeunes. Fait que là, je devais accomplir ma première expérience de boss. Puis ça s'est pas super bien passé, là, je vous le cacherai pas. J'avais aucune autorité. Sinon, j'allais dans les extrêmes OK, là, c'est moi le boss, mais c'est pas vraiment les techniques qui fonctionnent. Puis encore là, je remercie les gens qui m'entouraient à l'époque. Je parle de mes associés, par exemple, qui m'ont faufilé des livres. C'est pour ça que la lecture, moi, je me réfère à ça beaucoup. Mais tu sais, de Dale Carnegie sur la psychologie de l'être humain, comment qu'on gère ça, un employé, c'est quoi les techniques. Fait que j'ai tout appris, excuse-moi l'expression, sur le tas, autant de gestion de l'entreprise que de l'être humain, que vraiment là, mettre au monde quelque chose qui va devenir extrêmement gros. Puis, je reviens encore sur les livres parce qu'un de mes mentors qui s'appelle Harv Eker, j'écoutais des livres audio dans mon appartement, mon micro-appartement, qui disait, il y a une phrase qui disait « You want to be a franchisor or you want to be a franchisee? » Puis, je m'étais déjà donné des objectifs plus grands que nature. Puis, c'est venu très rapidement après l'ouverture du premier Taizong qu'il y a des gens qui nous ont comme montré de l'intérêt pour en acquérir un. Je me rappelle être avec ma petite casquette derrière le comptoir, puis d'entendre des clients parler et dire « Ah oui, je pense que c'est une franchise des États-Unis. En tout cas, on pourrait s'informer. » Puis de venir me voir et dire hey, « C'est qui le franchiseur? » Puis, de lever la main et de dire ben c'est moi. Puis j'ai aucune crédibilité, là, je sens le taille et finalement, ben ça a été une motivation commune quand j'ai partagé à mon groupe de hey, je pense qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour pouvoir en faire d'autres. Puis ça a été extrêmement rapide. L'année d'après, on en ouvrait 2. Puis après ça, la machine s'est mise à grandir. Je me suis retirée du comptoir. J'ai appris à déléguer. Ça, c'est une autre chose que j'ai appris à très jeune, puis en affaires qui est très nécessaire. Pouvoir déléguer à quelqu'un et faire confiance. Puis, rapidement, on a monté à 25 franchises. Ça a pris 7 ans à peu près. Là. Wow! Puis c'est ça que j'aime en fait au podcast, c'est que j'aime recevoir des parcours d'entrepreneurs comme toi et surtout une femme parce que j'ai beaucoup d'hommes que j'ai reçus au podcast puis j'aime ça avoir de la diversité aussi. Puis j'ai reçu Valérie Letourneau qui est une jeune entrepreneur. Si jamais tu veux l'écouter, si tu ne l'as pas encore écouté, là, c'est l'épisode numéro 6, 7 ou 8, moi je pense 8. Puis en tout cas, en gros, c'est une propriétaire du Yeti Bar Laitier à Contrecœur, puis un peu comme toi, le parti de rien, sans vraiment d'expérience, tout ça. Et je vous écoute les deux, là, puis il y a vraiment des similitudes entre les deux. C'est vraiment déjà qu'on voit la drive d'une femme d'affaires, puis c'est impressionnant, sincèrement. C'est aussi inspirant pour d'autres femmes qui nous écoutent, qui sont dans la jeune vingtaine, qui se disent « Ah, mais moi, j'ai peur de ne pas avoir de la crédibilité parce que je suis une femme. Si je gère une équipe avec des hommes plus vieux, est-ce que je vais me faire respecter? » Tu sais, de voir qu'il y a des gens comme toi et Valérie qui réussissent très bien à le faire. Et c'est vraiment, je pourrais dire, précurseur pour eux, puis c'est une belle inspiration, sincèrement. Fait que je te félicite encore une fois, puis j'incite les gens à aller écouter l'épisode de Valérie et le tien pour s'inspirer des beaux parcours féminins. Merci. Effectivement, j'étais dans un milieu extrême d'hommes, beaucoup. Là. C'est pratiquement tous mes associés, puis à l'apogée, j'en avais quasiment une quinzaine d'associés à travers tous les projets que j'avais en place, puis j'étais la seule femme. C'est sûr qu'il faut mettre un travail de plus, là, dans le sens qu'il faut mettre l'émotion, puis de la sensibilité de côté, puis de pouvoir prendre les choses froidement. Mais ça a été une super bonne école pour moi parce qu'aujourd'hui, je suis capable de voir les affaires de façon très rationnelle, puis de ne pas rentrer l'émotionnel là-dedans. Mais j'ai appris à la dure. Là, les premières années, ça a été extrêmement difficile. J'en ai pleuré là, dans mon auto. C'est correct aussi de pleurer, là, ceux qui nous écoutent.
Et aujourd'hui, je suis encore dans un milieu d'hommes, je fais de l'immobilier commercial, puis pour moi, euh, la business n'a pas de sexe dans le sens, un homme, une femme, peu importe, moi, on est des êtres humains puis on va se parler, là. Fait Exact. que, Puis, il y a un point que je veux absolument te parler, là, sincèrement, avant. Écoute, je vois le temps qui file, puis j'ai tellement de questions à te poser, là. Mais ton parcours avant que tu partes en voyage, tout ça, là, ton parcours académique, toi, tu n'as pas de MBA ou de collégial, de cégep ou de whatever. T'as un an de cégep, puis that's it, là. Conte-nous ça un peu. C'est important, c'est très inspirant aussi là-dessus, là. oui, bien, en fait, moi, à partir du secondaire 5, quand j'ai gradué, je suis tombée dans le système du cégep, mais j'ai resté une session. Je OK, n'ai mon Dieu. absolument aucun diplôme. J'aime dire que je suis allée à l'école de la vie. Je vais chercher les informations que j'ai besoin très spécifiquement, ce que je trouve désolant des fois dans le système scolaire. Puis, j'ai rien contre les écoles. Au contraire, je suis pour les écoles et j'aimerais ça que ma fille fasse des belles études. Je crois que pour ma part, j'avais un côté entrepreneur très prononcé, naturel. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je pense que je l'avais dans les gènes et je ne me retrouvais pas dans ce système-là. J'ai fait mon propre système. C'est pour ça que moi, la raison de mon livre, puis la raison pourquoi que je vais sur les médias sociaux, c'est que je sais qu'il y a des gens qui vivent ça. Je sais qu'il y a des jeunes qui ne se retrouvent pas. Je ne dis pas de décrocher, je ne dis pas de lâcher, mais si vous avez quelque chose dans la tête, ben lâchez-le pas de vue. Il va arriver plein d'affaires, mais si vous n'avez pas perdu votre objectif, ça va bien aller. Hey, Ça va c'est bien aller. effrayant. Je vais t'inviter à une de mes conférences, là. Je te le dis sincèrement, là, on dirait que tu m'as tu m'as écouté parce que c'est exactement la même phrase que je dis dans les mêmes termes parce qu'on a un parcours qui est très similaire. J'ai eu une session de cégep aussi, puis j'ai fait un DEP par contre, là, mais tu sais, c'est la seule chose. J'ai pas eu de. J'ai un diplôme d'études secondaires, mais ça veut pas dire que je suis quelqu'un d'illettré ou inculte, quoi que ce soit. C'est vraiment chacun a son parcours. Puis dans mes conférences, j'ai des collèges privés qui m'ont refusé, comme certains qui me connaissent. En fait, je suis beaucoup dans les écoles publiques. Dans les écoles privées, c'est difficile parce qu'ils pensent que je vais lancer un message qui est de décrocher ou que faites comme moi, allez pas à l'école. Pas du tout. C'est un peu le même message que toi. Je serais très fier que mes enfants puissent aller faire des grandes études. Puis, si c'est ce qui les passionne, qui ont de la facilité à l'école, ben, tant mieux. Mais on oublie souvent la personne qui a la difficulté à l'école ou qui a un parcours qui a été tellement long et pénible pour lui à l'école ou elle, ben ça fait qu'ils n'ont pas envie de peut-être aller faire des longues études ou qu'ils sont juste plus capables, sont à bout de souffle à la fin du secondaire. Mais ça serait le fun qu'on les encourage à dire, ben regarde, il y a du monde comme nous deux qui ont réussi à accomplir leurs rêves, leur passion et à réaliser de grandes choses malgré le fait qu'ils ont un secondaire 5 dans le corps parce qu'ils ont appris les choses sur le tas, dans l'école de la vie, comme tu dis simplement, puis qui ont réussi à vivre de leur passion un jour ou l'autre. Fait que, tu sais, c'est encourageant de voir que, regarde, on n'est pas condamné à travailler au McDo. J'ai rien contre les gens qui font ça, mais on n'est pas condamné à travailler dans un emploi étudiant parce qu'on a juste un secondaire 5. C'est à vous de faire vos preuves rendues là. C'est sûr que c'est plus difficile, c'est sûr que le chemin va être ardu, mais rendu là, c'est à vous de vraiment y croire puis de tout faire pour que ça se réalise. Fait que c'est vraiment très inspirant ton message aussi. Mais moi, en fait, juste pour préciser, je n'avais pas de difficulté à l'école. Je trouvais OK. juste que je perdais mon temps, tout simplement. Fait que j'ai voulu accélérer mon processus en prenant ma propre trail. Puis oui, moi, je me suis auto-éduquée beaucoup dans les livres. Puis même l'anglais, je l'ai appris par moi-même, tout ça. Mais c'est ça, effectivement, on passe par le processus du jugement beaucoup quand on prend Ouais. cette décision-là. Mais il ne faut pas perdre le focus, c'est très important. Exactement. Ben, merci beaucoup d'en avoir parlé parce que c'est un point qui est sensible au Québec de se dire quand on dit on n'a pas nécessairement l'intention d'aller au cégep, surtout quand on est jeune, parce que tous les jeunes que je rencontre au secondaire, là, il y en a beaucoup qui sentent une pression sociale de dire j'ai besoin d'aller faire des études universitaires ou il faut que je fasse ce que mes parents désirent que je fasse. Mais tu sais, on oublie souvent d'écouter nos jeunes. Tu sais, tous les parents qui nous écoutent, prenez donc le temps d'écouter vos jeunes. Ils ont des rêves, ils ont des passions, ils ont des intérêts. C'est peut-être pas les vôtres, mais ils ont des intérêts eux autres aussi. Fait que c'est important aussi de s'asseoir avec eux puis de dire, regarde, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Si ça passe par un parcours académique plus long, ça passera par ça. Mais si ça passe par un autre chemin, il y a plein de chemins qui peuvent mener à leur rêve. Fait que c'est, comme on voit avec le tien, c'est tous les chemins mènent à Rome ou à Bali, on pourrait dire. Oui, donc, on va revenir dans le vif du sujet. Là, on arrive, ça fait déjà 7 ans que tu as même pas, 2007 à aller jusqu'en 2013, ça va faire 6 ans que tu as ton commerce, Tyzone,
qu'est-ce qui peut mener un entrepreneur à lâcher son bébé, si on veut, puis de dire OK, là, je le vends. C'est sûr, ça part d'une bonne offre, là, on s'entend là-dessus, là, de pourparlers intéressant. Mais qu'est-ce qui peut mener vraiment à dire je suis prête, je vends mon entreprise? C'est une très bonne question. En fait, rendu à cette étape-là, à peu près dans les années de 2011-2012, on avait vendu le territoire de Montréal à un maître franchiseur qui avait le mandat de développer, dans le fond, d'ouvrir des succursales là-bas. Fait que c'était une nouvelle étape pour nous. On perdait déjà une partie du contrôle qu'on avait parce qu'on était comme directement mainmis sur nos franchises. Fait que ça, c'était une première étape. Ensuite, on attaquait le territoire de Montréal. Fait que déjà qu'à Québec, on était très présent, on faisait beaucoup de pression sur TAG Express compte tenu que je crois que Taizone au niveau en région a plus de succès, puis que TAG Express a plus de succès dans les grandes métropoles. Bien, nous, on commençait à faire mal à cette franchise-là. Puis là, on s'en allait attaquer ce territoire-là qui était Montréal, où ce que TAG Express était déjà très bien établi. Puis, en discussion, c'est un peu quand même vague dans ma tête, mais TAG Express avait déjà comme fait une offre. L'offre était plus ou moins intéressante. On a laissé les choses un peu aller. Puis l'année suivante, on avait quasiment doublé de succursale. C'était quand même très, très fulgurant comme ouverture. Puis, on a comme réactivé le dossier. Moi, là, j'avais une espèce de timing dans ma vie où ce que là, ma relation avec mon partenaire, qui était mon conjoint de l'époque, c'était un peu effrité. Le timing était quand même bon, puis je pense qu'il était bon pour tout le monde. Fait qu'on a comme réactivé le dossier avec TAG Express, en fait, avec MTY. Puis il y avait un courtier là-dedans. Puis, rapidement, ils ont eu un intérêt, fait qu'on a soumis des chiffres, puis il y a eu une négociation. Ça s'est quand même passé rapidement, puis calmement, puis ça a amené une transaction qui s'est passée plusieurs mois plus tard, parce qu'il y a une période de diligence qu'on appelle. Il y a beaucoup de documents à fournir. C'est sûr que le temps fait qu'on oublie à quel point ça peut être aussi psychologiquement très lourd, parce que compte tenu que c'est aussi une compagnie publique, on ne veut pas alarmer les franchisés, on ne veut pas alarmer les employés. Fait que tout se passe dans un secret à huis clos, très, très fermé. Fait que toutes nos émotions deviennent à l'intérieur de nous. Même nos téléphones, on ne sait pas, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop discuter, on ne peut pas en parler à nos familles. Fait qu'on vit une montagne russe d'émotions à travers une transaction comme ça, autant de positif de l'inquiétude. C'est notre bébé, qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont-tu bien reprendre ça? Les franchisés vont-ils être fâchés? Les employés vont-ils perdre leurs emplois? On tombe dans une incertitude. Mais il faut rester à la base de la rationalité que je parlais tantôt. Une business, c'est une business, c'est une entité. Il faut faire attention aux émotions dans ces cas-là. Puis pour nous, la transaction, c'est la meilleure chose qui ne pouvait pas nous arriver à l'époque. Ouais, c'est sûr que ça l'aide aussi parce qu'il ne faut pas oublier que tu n'es pas vieille non plus à l'heure actuelle. Tu es fin trentaine déjà, puis tu as vendu ton entreprise depuis 2013, qui fait déjà 7 ans. Début trentaine, tu vends ton entreprise. Est-ce qu'il y a un peu je pourrais dire, un peu comme le syndrome, je ne sais pas comment on appelle ça, post-natal. Je ne sais pas trop, quand tu as un enfant, puis il y a comme une déprime qui arrive après. Là. Exactement, c'est ça. C'est un peu ce genre de syndrome-là que tu dois avoir un coup que tu vends ton entreprise puis que tu es tellement jeune que là, tu dois avoir un sentiment de panique de dire hey, je me retrouve où? Là? Je fais quoi exactement de ma vie? C'était toute ma vie, ça. Puis là, OK, là, c'est plus ce que tu vas faire. Est-ce que tu avais peur un peu? Parce que tu ne vas pas prendre ta retraite non plus. Là, ben écoute, j'ai eu comme un peu la chance que ça soit pas extrêmement drastique. Quand on a vendu l'entreprise, moi, j'ai eu un contrat de travail avec MTY. Fait que j'ai resté un bon 2 ans à l'interne à faire pratiquement ce que je faisais avant. C'est juste que ça m'appartenait plus il y a une partie qui nous était restée, mais la majorité, c'était plus on n'avait plus main mise dessus. Fait que pour moi, ça a quand même été une sortie soft. Mais quand la coupure s'est faite, oui, j'ai vécu un postpartum, mais je n'ai vécu 2. Parce qu'effectivement, j'étais tombée enceinte dans ma dernière année chez MTY. Et là, le bébé vient au monde, on perd l'autre bébé. Là, moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que
je me suis retrouvée dans un espèce d'état d'esprit où je ne savais plus où aller, qui j'étais. J'ai plus Tyson. J'ai même resté un peu dans ce domaine-là par toute la ligne alimentaire. Dans le fond, je suis restée à un peu concevoir la ligne pour Costco, pour Sobeys et tout ça. Fait que ça m'a gardé un peu attachée à tout ça, mais on ne se le cachera pas, puis je parle aux femmes d'affaires là, parce que la vitrine me le permet, mais on est des mamans, on est des femmes d'affaires, on est des superwomen, puis moi, tout ça m'a amené je le raconte dans mon livre, là, excusez-moi l'expression, mais ça m'a pété d'en face. Là. Ouais, c'est une bonne expression. Je suis devenue épuisée, je suis devenue au bout du rouleau. Le psychologique avait été sur une adrénaline pendant trop longtemps, puis là, ben, je me suis retrouvée là, à être obligée de faire des remises en question. Là, puis, fait que, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais oui, la transaction Oui. est venue un peu par elle-même. C'est produit un peu par... Tu sais, c'était un peu un naturel. Je crois beaucoup au destin. Je pense que c'était ma destinée, puis je ne regrette pas du tout. Ben non, puis sincèrement, écoute, la destinée t'a souri par après parce que là, tu as décidé de te lancer quand même dans l'immobilier pour ta nouvelle carrière, si on veut, qui est sûrement pas ta dernière parce que je pense que tu vas avoir cette vie comme un chat. Fait que comment tu l'as vécu, cette transition-là, et comment aujourd'hui ça va de ce côté-là en immobilier? Écoute, bon, mais oui, je suis maintenant dans l'immobilier commercial et je suis heureuse. C'est vraiment ma passion. C'est venu un peu naturellement. Il y a eu une transition. Quand ma petite était bébé, après la ligne alimentaire, je me suis cherchée. Ça n'a pas été facile, mais au niveau de l'immobilier commercial, ce qui est intéressant, c'est que c'est venu naturellement. Parce qu'après avoir ouvert 25 succursales, bien, après avoir été en contact avec plusieurs bailleurs, avec plusieurs compagnies en immobilier, bien, le téléphone s'est mis à sonner. Puis, ouais, Marie, on a tel script commercial, connaîtrais-tu soit un acheteur, un vendeur ou un locataire ou ci ou ça. Puis aujourd'hui, ben j'ai la chance d'être en business avec mon partenaire qui est aussi mon conjoint, puis on a la même passion. Fait que les choses se sont replacées malgré la tempête entre les deux. Aujourd'hui, je suis hyper choyée parce que j'ai un réseau là, de clients et acheteurs-vendeurs de qualité. On est en investissement aussi dans certains projets. Fait que, tu sais, j'adore ce que je fais. Puis j'ai appris de mes erreurs aussi. Puis le COVID m'a beaucoup aidé là-dedans parce que nous aussi, le COVID, ça a été difficile parce qu'on ne se le cachera pas, l'immobilier commercial, ça prend des locataires. Puis quand les locataires sont plus là, ils ne payent plus. Ouais. Fait qu'on a eu un coup dur, mais quand on est habitué au coup dur, je ne veux pas dire qu'on s'habitue, mais On est on est capable de plus trouver vite des solutions. sur nos pieds. C'est ça. Fait que je pourrais dire qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, le 17 juin, je suis 100% remis en place, mais je prends les leçons de vie. Les leçons de vie qui disent, peut-être qu'on devrait replacer les choses, faire plus de télétravail, moins de déplacements, travailler moins. Des fois, c'est travailler mieux. Travailler mieux, c'est payant. Fait Effectivement. que, c'est ça. Moi, je suis en évolution constante, puis je vais évoluer toute ma vie. Puis ce que j'apprécie de chaque échec ou difficulté, c'est que ben, ça m'amène ailleurs, puis ça me rend meilleure. Tellement Fait vrai. Oui, excuse. Ben oui, c'est vraiment exactement ça. Tu as appris de tes échecs, tu as appris de tes erreurs, puis que ça t'a fait devenir quelqu'un de meilleur carrément. Puis aujourd'hui, ben, comme tu dis, malgré le COVID, ben, tu as tellement eu des coups durs avant, ben là, tu sais quoi faire, comment y faire face. C'était pas ton premier coup dur, puis rendu là, les solutions arrivent beaucoup plus rapidement que dans le passé. Oui, mais j'ai quand même une petite pensée pour mes amis restaurateurs, entre autres, Ben, là, que ben, dans tous les domaines, le retail et le touriste aussi, j'ai beaucoup de clients qui ont des hôtels. Ça va être difficile, il faut se serrer les coudes, il ne faut pas lâcher, faut s'entraider, il faut acheter local. c'est le but du Puis, podcast. moi aussi, je t'ai fait une petite pub. Merci. Puis, c'est ça, là, dans le fond, c'est un choc planétaire, mais c'est un choc qu'il faut prendre aussi euh, les leçons de vie là-dedans. Exactement. C'est mieux dit que j'aurais pu le dire. Merci énormément pour la pub. Et oui, acheter local, c'est important parce qu'on doit serrer les coudes entre Québécois et même si on pense à Tyson, on dit ah, mais tu sais, c'est plus québécois. Mais ça a quand même parti d'une Québécoise, puis ça a quand même l'idée est venue d'ici. Puis tu sais, c'est le fun de savoir qu'on encourage des gens d'ici, qu'on encourage nos petits commerces locaux aussi. N'oubliez pas, c'est très important, surtout en ce moment, plus que jamais. Je dois absolument te parler avant de terminer. Tu vas sûrement me voir venir. Mais tu as fait une entrevue à Denis Lévesque
ceux qui l'ont vu, peut-être qu'ils vont dire « Ah oui, je l'ai déjà vu à quelque part. » Ben, c'est là sûrement parce qu'il y a quand même 2 millions de personnes qui écoutent cette émission-là. Et puis, moi, je l'ai écouté, puis je dois donner mon avis sincèrement là-dessus parce que je respecte Denis Lévesque en général. Je te dirais, c'est quelqu'un que je trouve qui a eu un bon... qui a roulé sa bosse à travers les années. L'entrevue, par contre, était spéciale, si je peux dire ainsi. Toi, comment tu as vécu ton expérience sur un grand plateau comme celui de l'émission Denis Lévesque? Écoute, je vais me permettre de faire ce que j'ai fait avec Denis Lévesque pour reprendre juste ta dernière phrase avant que tu changes de sujet. Mais MTY, c'est québécois. Ah, OK, je pensais que c'était ontarien, excuse-moi, j'avais mal. OK. Non, le siège social est à Montréal, fait que c'est encore québécois. Fait encore mieux. Encourageons Québécois. MTY. Voilà, je voulais juste reprendre ça, mais c'est ce que je me suis permis de faire un petit peu avec Denis. Dans le fond, je savais un peu à quoi m'attendre compte tenu que je connaissais un peu le personnage. Ben écoute, j'étais prête à tout, là, puis je suis capable de remettre les gens à leur place, je crois, ceux qui ont vu l'entrevue pour dire les vraies choses. Ouais. Mais autre que ça, pour moi, ça a été une belle vitrine, puis je sais qu'aussi, ils sont dans un média où les codes d'écoute, c'est important, fait qu'il faut qu'il y ait du crunchy. C'est correct, c'est bien correct. Merci de me donner l'occasion de le faire plus ouvertement puis plus sincèrement, puis avec plus de détails, mais on ne pourra pas changer non, ben c'est du sensationnalisme TVA, puis c'est le but de l'émission aussi d'aller chercher un parcours toujours des plus différents et spéciaux et qu'on voit jamais nulle part. Ben, c'est correct, c'est juste qu'il y a des gens comme toi, quand j'ai vu ça, j'ai eu un certain malaise parce que je me suis dit, tu sais, le titre de l'entrevue qu'on voit sur Internet, vous allez le visionner, c'est une bonne entrevue quand même, mais mon podcast est meilleur. Mais ça reste que l'entrevue, c'était de voyageuse à millionnaire, le titre. Selon moi, ça décrit vraiment pas ce que tu es. Ton but, c'était pas de voyager pour devenir millionnaire. Ton but n'était pas de devenir une grano non plus, comme qui répète à tour de bras dans l'entrevue. C'est vraiment, je crois que tu étais vraiment quelqu'un t'es quelqu'un, en fait, qui, oui, voyageuse, qui a l'âme d'une voyageuse, qui a pris toute la richesse que tu as eue à travers tes voyages pour la transporter dans ton entreprise. Ça l'a paru grâce à la bouffe thaïlandaise, la façon que tu as appris aussi à connecter avec ton public. C'est clair qu'en voyage, on apprend toutes sortes de facettes de nos personnalités aussi. Ça travaille beaucoup la patience. Tu as appris à travailler en couple aussi, surtout avec ton ancien conjoint. Les voyages en couple, ça l'aide aussi de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que les voyages t'ont apporté jusqu'à en devenir aujourd'hui ce que tu es devenu. Et oui, par le fait même, si tu as fait une belle transaction qui t'a permis d'avoir beaucoup de richesse par la suite, ben, au niveau monétaire et culturel, tout ça, ben, tant mieux. C'est vraiment un beau succès. Puis, on a tendance à être jaloux au Québec des gens qui ont, je pourrais dire, des bons moyens ou qui réussissent dans la vie. Mais contraire, moi, je suis zéro jaloux de ça. Sincèrement, je suis fier de voir des Québécois comme toi, des Québécoises qui réussissent à l'étranger comme ici. Puis, c'est vraiment inspirant pour toutes sortes de parcours. Oui, bien, merci beaucoup parce qu'effectivement, les médias ont beaucoup attaqué le mot millionnaire. Puis, ceux qui me connaissent, c'est tellement pas ma personnalité. J'ai pas... j'ai une passion pour les affaires, j'ai une passion pour le succès, mais je suis contente d'avoir atteint cet objectif-là, mais je trouve ça triste que c'était le message qui a été véhiculé, puis ça a choqué des gens autour de moi aussi. Ben oui, c'est juste ça qui est retenu. On ne peut pas faire un comparatif parce que c'est très boiteux, ça serait un raccourci intellectuel trop rapide, là, mais la pharmacienne millionnaire, ben, il y a des gens qui... Il y a des gens, pour eux, c'est ça qu'ils veulent mettre en évidence. Dans son cas, ça a été ça. Son livre « Comment devenir millionnaire », ben, avant 30 ans, whatever, il y a du monde qui veulent mettre ça de l'avant. Puis si c'est ça la vitrine qu'on leur donne, ben, tant mieux, c'est ça qu'ils veulent. Ça donne bien. Mais dans ton cas, ce n'était pas ton but. Tu ne veux pas que les gens retiennent ça de toi. Et c'est tout à ton avantage, sincèrement, parce que tu as beaucoup plus à offrir que ça, en fait. Et puis, ça, c'est un résultat, en fait, de toute ta carrière. Puis tant mieux, ça a bien à donner pour toi. Mais tu as beaucoup plus au niveau conseil que tu peux redonner au public par la suite. Oui, puis je terminerai peut-être là-dessus, mais le livre que j'ai écrit, c'est une biographie, dans le fond, c'est mon histoire. C'est vraiment pas un livre sur comment faire de l'argent, c'est pas un livre sur des conseils d'affaires, c'est vraiment mon histoire. Puis je raconte autant la montée de Tyson que le après aussi qui était vraiment difficile. Je vais dans l'authenticité. Je raconte,
souvent, les gens qui me lisent me disent « My God, t'as mis tes tripes sur la table. » Ben, c'est vraiment ça que j'ai fait. Fait que ceux qui veulent se le procurer, je le lis sur ma page professionnelle, sur Marie-Christine Martel sur Facebook ou sur mon site web.com. Puis, je fais justement avec le COVID, j'ai de la commande en ligne qui est très utile. Je suis sur Archambault aussi, puis Renaud-Bré. Sinon, les éditions Le Dauphin, je pense. Le Dauphin Blanc. Le Dauphin Blanc, oui. Oui, c'est ça. J'ai pas écrit ce livre-là pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'était, dans le fond, j'ai bâti mon livre autour, je parle à ma fille. Fait que je lui raconte mon histoire. Fait que tout le long, je fais une narration avec ma fille. Puis je lui raconte comment était ma vie jusqu'à, mettons, quand qu'elle vienne au monde. Là. Un très beau leg aussi pour elle, tu sais, de plus tard. Tome 2. Ben là, il y a sincèrement, là, on aurait du stock pour plusieurs tomes avec toi. Je suis convaincu que les gens qui vont lire ton livre vont en avoir goût d'en apprendre davantage sur toi. C'est le but du podcast, en fait, de vous avoir fait découvrir Marie-Christine sous un autre angle, mais également, si vous avez envie d'en apprendre davantage, ben justement, allez vous procurer son livre « Ma vie parfaitement imparfaite ». C'est vraiment le meilleur titre que tu pouvais donner, je pense, à ton livre parce que les gens sont tout le temps... on a tendance au Québec à tellement vouloir avoir une vie parfaite ou les apparences, en fait, qui soient parfaites. Et c'est tellement pas le cas. Il n'y a personne que je connais sur Terre, surtout pas au Québec, en fait, qui a une vie parfaite. C'est normal d'avoir des tâches, c'est normal d'avoir des petites chicanes, c'est normal d'avoir une séparation et il n'y a pas de honte à le faire, il n'y a pas de honte à le dire. Mais toi, tu n'as pas peur de dire ces choses-là, puis en même temps, qu'on puisse se réjouir de ton succès, comme de tes bons coups, comme de tes mauvais coups. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Génial. Puis une petite question en terminant qu'il faut que je te pose rapide. La vie de couple, comment tu as réussi à concilier ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter et qui disent hey, je rêve de partir une business avec mon chum ou ma blonde. Est-ce que pour toi, on le sait que là, c'est terminé, on ne veut pas rentrer dans le détail, mais est-ce que tu as eu peur de te lancer en couple au départ ou c'est quelque chose qui était naturel de ton côté? Et moi, je suis encore en affaires en couple, fait que je connais bien ça. Pour ma part, puis je parle de moi, là, je pense que c'est plus facile d'être en couple, surtout quand on est en affaires. Je parle pas les autres corps de métier, peu importe si on a des carrières différentes, il n'y a pas de problème avec ça, mais en affaires, ce que j'aime, c'est qu'en couple, on se comprend. On se comprend. En vidéo, on les vit ensemble. En vidéo, on les vit ensemble. Pour moi, d'avoir cette connexion-là avec quelqu'un que je partage et ma vie et ma business, il y a quelque chose de magique là-dedans. Oui, j'ai eu une fin, un échec, peu importe, dans le passé, mais pour avoir vécu les deux situations, d'être avec quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine, qui n'est pas en affaires, c'est difficile de se faire comprendre parce qu'être en affaires, c'est une vocation, c'est une façon de vivre, c'est quelque chose qui nous habite. Contrairement, mettons, d'occuper un emploi où on ferme à 5 heures, c'est fini, ça sort de notre tête. Quand on est entrepreneur, ça sort jamais de notre tête. Fait que quand on partage notre vie, à moins d'être avec quelqu'un qui a une extrême compréhension puis une empathie, de voir quelqu'un qui vit la même chose que toi au même moment que toi, pour moi, c'est l'idéal. Mais je sais que tout le monde peut voir ça d'une autre façon, là, mais... Oui, bien, c'est pour ça que je voulais avoir ton son de cloche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, lance-toi pas en affaires avec ta conjointe ou ton conjoint, parce que là, vous allez tout le temps ramener les problèmes du travail à la maison, puis il n'y aura pas de décrochage, les gens parlent tout le temps de ça, puis c'est difficile de garder un bon équilibre, couple, amour et travail. » Mais en même temps, tu sais, on entend tout le temps les désavantages, mais je me dis, je suis content de recevoir une personne, quand même bien que tu n'es plus avec cette personne-là, tu vis encore une situation de couple et travail et business, en fait. Puis, tu sais, je me dis, c'est le fun de voir aussi que ça peut fonctionner. C'est le fun d'avoir des conseils de quelqu'un comme toi qui le vit et qui l'a vécu dans le passé, qui peut témoigner que c'est très faisable et qu'au moins, ça a des côtés positifs. Il faut juste avoir une structure. Dans le sens que, OK, là, c'est l'heure du souper où on est avec la petite. On arrête, on n'en parle pas, on va en parler plus tard. On lâche le téléphone. Il faut être alerte, vraiment, puis se donner une espèce de discipline. Regarde, on est à Disney, on peut se parler de business plus tard. Un coup que ça, c'est maîtrisé, j'avoue qu'à l'époque, je ne le maîtrisais pas du tout, là, mais aujourd'hui, avec du recul, d'avoir la chance de partager mon entreprise puis ma vie avec quelqu'un en même temps, ben
de juste avoir cette espèce d'hygiène de vie-là permet que ça soit extrêmement agréable. Moi, je ne retournerai pas dans une relation que quelqu'un ne comprend pas, que mon téléphone peut sonner à tout moment, que ma tête peut être dans un dossier à tout moment. Ben, c'est là que ça me coupe les ailes, comme on dit. Ça m'empêche d'être 100% épanouie dans ma carrière. Ben écoute, Mais c'est mon opinion. c'est un très bon conseil. Et aurais-tu un conseil en terminant à donner aux jeunes qui nous écoutent, que ce soit personnel ou qui veulent vivre de leur passion, en fait, et qui désirent se lancer soit en affaires ou simplement faire un métier qui les passionne, mais qui n'ont peut-être pas le courage en ce moment de le faire ou qui hésitent vraiment? As-tu un conseil à leur donner? Bon, mais pour faire un peu changement de Denis Lévesque, mon conseil, je vais essayer de le vulgariser. Parce que je pars de 2 conseils que mon père me disait quand j'étais petite. C'est Marie, si tu veux voir une fleur, il faut que tu plantes une graine. Fait que quand on a une idée, un projet, peu importe, juste de le laisser dans notre cerveau mijoter. Des fois, il va pousser des années plus tard, des fois. Mais si c'est planté puis qu'on y croit, ça va pousser. Fait que la passion, le désir, le rêve, pour moi, c'est super important. Puis il me disait tout le temps, Marie, quand on veut, on peut. Fait que cette espèce de inhibition un peu de dire, ben pourquoi pas? Puis on en a parlé tantôt avec les femmes en affaires, puis des femmes qui ne parlent pas anglais. Puis moi, j'ai traversé ces barrières-là en me disant, mais pourquoi pas? T'sais, on n'est pas plus fou qu'un autre, essayons-le. Fait que c'est la détermination. Fait que la passion, la détermination, ben ces deux concepts-là, ça vient de mon père. Malgré qu'il n'était pas un homme d'affaires, il m'a instigé des bonnes façons de voir la vie. Oui, on récolte ce que l'on sème, en d'autres mots. C'est carrément ça. Puis c'est vraiment bon, pour vrai, un très bon conseil. Et vraiment, c'est drôle parce que chaque entrepreneur que je reçois au podcast, c'est pas pour copier Denis Lévesque, mais je pose la question à chaque personne. Qu'est-ce qu'il fait? Plus varié dans mes réponses. Non, mais c'est excellent parce que oui, j'avais vu qu'il avait posé la question. J'avais justement dit, Colin, il me copie. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne question. J'aime ça donner des conseils aux jeunes. Puis oui, je claquerai pas des doigts pour terminer le podcast, malgré que ça serait cool par contre. Mais on ferme les lumières là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est bon d'avoir tes conseils parce que les jeunes ont besoin d'avoir des inspirations et qui croient un peu plus en eux en voyant des gens comme toi qui réussissent à faire de leur rêve, leur passion et leur vie aujourd'hui. Alors, merci beaucoup encore une fois, Marie-Christine, d'avoir accepté mon invitation, de t'avoir livré avec transparence, honnêteté, authenticité. Et puis, ça donne sincèrement le goût de lire ton livre. Les gens qui n'ont pas le goût de le lire, c'est pas normal. Allez vous procurer le livre « Ma vie parfaitement imparfaite » de Marie-Christine Martel dans tous les bons libraires, Archambault, Renaud-Bré, sur son site Internet. Écoute, c'est simple, c'est facile à se procurer et ça se lit bien. Il fait beau dehors, un petit hamac, le tour est joué. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent pour ce 17e épisode du Made in Québec podcast en compagnie de Marie-Christine Martel. Merci.